MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être accompagné par Michael Chagnon, qui est un expert, je pense quand même, commence à être très réputé au Québec dans le domaine de la formation des coachs, dans l'entraînement, développement athlétique, puis tout ça. Comme on se parlait, lui et moi, juste avant d'enregistrer, on a plusieurs athlètes en commun avec lesquels on travaille là, chacun de notre côté. Puis à travers tout ça, les bons mots que j'entendais, ben, je me suis dit que d'inviter Michael sur l'épisode pour le podcast, ça pourrait être super important. Puis ce qui a lancé l'entrevue rapidement, là, c'est quand je me suis mis à voir le contenu qui se passait, de ce qu'il partageait par rapport au développement à long terme de l'athlète. Plus précisément, quand j'ai vu quelqu'un, il a dit le multisport s'est rendu impossible. On parle maintenant de l'entraînement athlétique à la solution. Puis j'ai vu que Mick était plus ou moins en accord peut-être avec ce commentaire-là. Puis c'est un peu la conversation que j'aimerais savoir aujourd'hui par rapport à l'entraînement athlétique, le développement à long terme de l'athlète. Fait que Mick, je te laisse peut-être t'introduire là. Je sais pas de quelle façon, si tu vas être humble au point de dire que hey, Mick vient de sortir un deuxième livre. Il y a plein de choses que tu peux voir à son sujet, mais je te laisse t'introduire peut-être. Ouais, je suis kinésiologue, là, j'ai gradué à l'Université de Trois-Rivières en 2010. Je travaille en préparation physique depuis 2007. Dans notre parcours là, avec Frappe Performance Athlétique, on a eu la chance de s'occuper du plus gros programme de sport-études au Québec pendant 13 ans. Fait que ça nous a permis là, de travailler avec des athlètes dans 24 sports, disciplines différentes au niveau secondaire. Le temps, ben, on a travaillé avec des athlètes autant débutants que des Olympiens, des athlètes professionnels, etc. Fait que c'est ça, on roule notre boss là, depuis 2007. Puis, comme tu l'as dit, là, j'ai écrit deux livres, un livre vraiment très théorique là, sur la préparation athlétique, puis mon dernier livre là, qui est sur le développement à long terme des athlètes. Donc, je l'ai appelé Des bases au sommet. Justement, on en reparlera là, pendant l'épisode, là, mais l'importance des bases, si on veut se rendre à un sommet qui est optimal, c'est le sujet que j'aborde Cool. dans mon Puis deuxième peut-être livre. pour commencer, quand tu dis l'entraînement athlétique ou la préparation athlétique, on entend tout le temps parler de préparation physique, on est des préparateurs physiques, strength and conditioning coaches, tout ça. C'est quoi la préparation athlétique ou l'entraînement athlétique vis-à-vis la préparation physique, comme on entend souvent parler dans le strength and conditioning et tout ça? Ouais, ben tu sais, en fait, là, d'où toute cette conversation-là a sorti, là, ben, tu sais, les médias sociaux, on aime ça utiliser des termes qui sont à la mode ou précis ou etc. Puis le terme entraînement athlétique est utilisé de toutes les manières, puis rarement de manière adéquate. Souvent, c'est utilisé pour parler d'entraînement spécifique à un sport, reproduire les mouvements sportifs dans la salle d'entraînement, etc. Puis les influenceurs fitness vont aimer utiliser ce mot-là pour décrire leur entraînement athlétique. Pour moi, l'entraînement athlétique, c'est pas ça du tout. Pour moi, l'entraînement athlétique, c'est vraiment de développer au maximum les habiletés motrices physiques, les qualités physiques dans le but d'optimiser l'athlète indépendamment de son sport. Tu sais, oui, on fait de la préparation physique pour des athlètes qui pratiquent un sport en tant que tel, mais moi, j'ai toujours eu comme principe que avant d'avoir un joueur de hockey, un joueur de basket, un joueur de football dans mon bureau, j'ai un individu. Fait que l'entraînement athlétique, pour moi, c'est de maximiser les capacités de cet individu-là avant de De l'attitrer en quelle sport. façon est-ce que dans ta pratique, tu vois ça? Peut-être de quelle façon est-ce que c'est différent? Tu sais, est-ce que c'est à travers l'entraînement en muscu qu'on intègre certaines choses? Est-ce que c'est ce que tu fais d'un point de vue en gymnase sur le terrain ou est-ce que là, tu rentres une composante vraiment plus athlétique? Où est-ce que tu viens peut-être te délimiter la différence entre ça? Comment est-ce que tu l'appliques peut-être concrètement? Ben, en fait, c'est dans notre concept d'entraînement. Tu sais, oui, la majeure partie des entraînements physiques vont se faire dans la salle d'entraînement, mais il y a moyen d'utiliser la salle d'entraînement sans être obligé de dire, bon, ben, on fait des squats, on fait du bench, on fait des chin-ups, on fait des lunges. Tu sais, ça, c'est de l'entraînement, ça peut convenir à une multitude d'objectifs, mais après ça, comment tu vas rentrer le travail de la proprioception, comment tu vas aider l'athlète à améliorer son agilité, sa prise de décision, son orientation spatiale, parce que la plupart des athlètes qu'on entraîne, ben, c'est des sports dans des environnements qui sont chaotiques, le hockey, le football, etc. C'est des environnements qui sont pas prédictibles. Donc, comment est-ce qu'on peut
aider la préparation athlétique à ce que l'athlète soit plus fonctionnel dans la pratique de son sport. Puis je pense que c'est là qu'on va différencier l'entraînement pur et dur avec des poids, des barres, de l'haltérophilie, whatever, puis de rentrer une composante comme ça. Fait que ça se fait sur le turf, ça se fait dans des gymnases, ça se fait, mais ça se fait très bien dans As-tu une un salle exemple d'entraînement concret aussi. de comment faire ça dans une salle d'entraînement, peut-être? Facile, on peut travailler avec des balles de tennis, on peut travailler avec, tu sais, j'aime bien ça, là, dans l'échauffement, on gonfle une ballonne, comme une ballonne de fête, puis on fait, au lieu de faire des shuffles sur le synthétique qu'on a dans le gym, ben, tape la ballonne en l'air, puis elle a une trajectoire qui est aléatoire, va toucher ton cône, elle revient, on peut faire de la pliométrie avec cette ballonne-là, etc. On travaille les abdos de cette manière-là aussi. On fait des bear crawl, des choses comme ça qui est revenu à la mode un petit peu là, dans la préparation athlétique pour le corps. Bon, ben parfait. Ajoute une balle de tennis qu'il faut que tu lances d'une main à l'autre. Ajoute une ballonne que tu fais un tour avant de la rattraper, des choses comme ça. Fait que, en plus de rendre la chose ludique, ben, ça rend la chose Ouais, c'est ça amusante que pour j'allais dire, les athlètes la aussi. partie comme rendre l'entraînement muscule fun, c'est cool parce que tu sais comme moi que il y en a qui, probablement comme toi ou comme moi, que aller au gym, lever des poids, tu tripes puis t'aimes ça, mais il y a d'autres athlètes où est-ce que l'entraînement, c'est juste parce que hey, je fais un sport, moi je tripe sur le sport puis je m'entraîne parce qu'il faut que je le fasse. Fait que des fois, peut-être d'intégrer ça, partie motivationnelle, plaisir à l'entraînement, peut-être même effort à l'entraînement, tu vas y avoir une différence due à ça. Ouais, ben, du moment que l'athlète a du plaisir à l'entraînement, ben, il va adhérer encore plus. Puis si tu prends le temps d'expliquer pourquoi on ajoute une ballonne dans son training, ben, il va comprendre pourquoi on le fait. Fait encore là, il va encore plus s'impliquer. Fait qu'à la base, là, la compréhension puis le plaisir, c'est deux qualités qu'on doit retrouver dans un plan de préparation athlétique, ça Est-ce que c'est hyper vous, important. avec Frappe, vous travaillez purement en personne parce que vous êtes à Trois-Rivières, c'est là où vous avez la majorité des athlètes que vous coachez, ou vous avez aussi des suivis en ligne? On a un suivi en ligne qui se fait aussi. On utilise une application là, sur le téléphone, que ce soit autant dans notre gym qu'à distance. Fait que ça nous permet d'avoir un suivi là, qui est très précis, très Est-ce que serré ça avec devient nos plus athlètes. complexe à intégrer dans quelqu'un qui n'est pas dans le gym avec vous? Je veux dire, quelqu'un qui va chez Kono Fitness, arriver, gonfler ses ballons, des fois, tu viens peut-être créer un certain inconfort. Comment est-ce que tu le fais à distance? Ouais, ben, dans toutes les gyms, ils ont une salle d'aérobie qui permet d'être un peu plus isolé. Mais oui, c'est sûr qu'à distance, là, c'est plus difficile de convaincre les athlètes d'utiliser ce genre d'outils-là. Après ça, ça va dépendre de leur niveau, parce que plus ils vont monter dans un niveau, ben, moins ils vont être affectés 100%. par la perception des autres ou ce que les autres pensent de leur training. Fait que de s'entraîner dans des gyms commerciales là, pour des athlètes qui sont plus avancés, ben, C'est rendu là, ça fait c'est 10 fois ça une qu'il faut que je différence. fasse, c'est ce qui est bon pour moi, puis je pose pas de questions, c'est correct, là. C'est ça, exact. J'ai confiance en ce que Mike me donne, fait que je le fais, peu importe ce que l'autre il Puis se dit en me quand regardant. t'as sorti ton premier livre quand? Ça fait un an et OK, demi. fait que Ouais, t'es un an et demi, roulé là, quasiment back deux to ans. back quand même. Ouais, je suis allé OK. ouais. OK. Puis est-ce que, peut-être la question là, de où est-ce que tu viens, je sais pas si ça a été qui, peut-être tes premiers mentors, les premières philosophies d'entraînement, mais est-ce que c'est le type de truc que tu as toujours rentré? Parce que je te pose la question parce que moi, le premier influence réellement que j'ai eu par rapport à l'entraînement, je veux pas dire que c'était un disciple, mais c'est quelqu'un qui a vraiment appris de l'école Poliquin et tout ça. Puis voir ça dans un gym, moi, il me dirait, on n'est pas à l'école du cercle. C'est réellement ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as passé à travers ça ou comment est-ce que tu as vécu ça à travers les années? Tu sais, en fait, là, moi, je viens de mes mentors, là, mes premiers mentors, ça a été Christian Thibodeau, ça a été Charles Poliquin. J'ai fait un maximum de formation avec eux. Ça a été Joe DiFranco pour ce qui était la préparation de football. Fait que, tu sais, je viens du lève pesant, puis travaille fort, puis les années 90-2000. Où est-ce que j'ai changé beaucoup ma mentalité dans les dernières années? Ben, c'est mon expérience en sport-études qui a permis de voir que plus on a avancé dans le temps, ben moins les athlètes ont des habiletés, plus ils se spécialisent tôt. Donc, moins les capacités motrices, les capacités de développement ont été largement retardées. Des choses qu'on prenait pour acquis il y a peut-être 10 ans, ben on doit les enseigner maintenant. Ça se voit beaucoup dans la pratique du sport sur le terrain directement, mais ça se voit beaucoup dans l'augmentation des blessures qu'on voit dans les dernières années, puis l'augmentation des blessures même dans le sport
de jeunesse au niveau du secondaire, puis avant ça, des blessures qu'avant, on voyait que dans le niveau professionnel, mais que maintenant, on voit au niveau secondaire. Fait qu'il faut, en quelque part, il faut remettre en question nos méthodes avec lesquelles on travaille, de dire, bon, ben, est-ce que je travaille de manière optimale pour préparer mes athlètes à la pratique du sport en date d'aujourd'hui. Puis les lacunes que les athlètes connaissent aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'il y a 10, 12, 15 ans. Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment changé dans ma manière de travailler Je au cours comprends. des Parce que dernières années. réellement, quand j'y pense, tu as beaucoup plus d'expérience terrain que moi. Je veux dire, tu disais que tu as commencé en 2007. 2007, j'étais au début du secondaire, là, quelque chose comme ça, là. Fait que d'un point de vue training, je sais pas, je sais pas ce que je faisais. Tout ça pour dire, d'un point de vue, je veux dire, quand tu as commencé en 2007 puis en 2010, c'était avec des athlètes aussi que tu travaillais? Oui, c'est ça. Dans le fond, en 2010, j'ai commencé avec le sport-études. Puis avant ça, là, j'étais un préparateur physique dans des gyms commerciales, puis pendant que je faisais mon bac. Mais en 2010, là, vraiment avec le sport-études, fait que c'était Ouais. des athlètes à Moi, je temps pense plein. au domaine du football parce que c'est celui que je connais le plus, là. À ce moment-là, du football, ça se faisait pas à l'année, là, ou très, très, très peu, là. Je veux dire, on jouait au foot à l'automne, puis la réalité, c'est que après ça, la saison allait à l'automne qui suivait quand l'école recommençait. Fait qu'on n'avait pas le choix. Ben, on n'avait pas le choix. La réalité, c'est qu'on faisait tous, ou presque, plusieurs sports à l'année. Le foot finissait, on commençait le basket, on faisait du ski, on faisait un paquet d'affaires. Puis une de mes frustrations du moment, puis honnêtement, j'en suis pas nécessairement fier, mais j'ai semi-contribué à ça l'an dernier, c'est d'offrir du football à différents moments, tu sais, à travers l'année, au mois de décembre, janvier, février, mars. Puis en y réfléchissant, je suis comme, ben man, c'est vraiment pas quelque chose à quoi je veux contribuer, même si ça peut être une belle opportunité pour mon entreprise. Fait qu'on a mis ça de côté. Mais toi, tu sais, je veux dire, entre 2010, 2012, 2015 et aujourd'hui, là, étant 10, 15 ans plus tard, est-ce que tu vois réellement une différence dans les habiletés motrices, la façon dont les athlètes sont des athlètes avant d'être un joueur d'un sport? Tu sais, est-ce que tu le vois concrètement sur le terrain, dans le sport-études, puis tout ça? Ouais, on le voit concrètement sur le terrain, mais on le voit énormément dans le gym. Tu sais, juste demander à un athlète de faire un sprint, mais en partant d'une position qui est pas stable, ben, on va voir une perte d'équilibre, on va voir une difficulté à prendre son momentum, à s'organiser dans son espace, dans son environnement, etc. Mais après ça, on remet ça dans un contexte de changement de direction à pleine vitesse comme ça pour le football, mais ton risque de blessure, il augmente de manière considérable. Fait que, tu sais, ce qu'on observe beaucoup avec les jeunes athlètes, là, c'est un gros manque de coordination, puis un manque de compréhension de comment leur corps fonctionne dans l'environnement. Fait que c'est ça qu'on essaie de venir ajouter dans nos méthodes d'entraînement, là. Est-ce que tu as des fois, est-ce que tu as du pushback, soit des athlètes ou des parents qui disent, hey, moi, mon jeune a besoin d'un autre camp de foot, il a besoin de pratiquer ses mains, il faut qu'il développe ses skills, il faut qu'il développe son route running. Est-ce que tu as ce pushback-là des fois ou ils ont une confiance, tu sais, vraiment une grande confiance en toi, du au nom que tu as fait peut-être dans la région et ainsi de suite? Oui et non, là, tu sais, la spécialisation fait partie du monde de sport qu'on a créé en ce moment. Après ça, est-ce qu'on est capable d'avoir des discussions avec les parents, avec les athlètes pour les convaincre de limiter cette adhésion-là à plus de camps de skills? Oui, 100%. Est-ce qu'on est capable de l'éliminer complètement? Non. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement le but non plus parce que faut garder le côté plaisir dans ce développement-là. Fait que si tu dis aux jeunes de hockey, ben moi je t'enlève toute ta glace pendant l'été puis tu patineras juste 3 semaines avant ton prochain camp, ben déjà en partant, il part avec une réticence. Mais si tu prends le temps d'y expliquer pourquoi tu aimerais ça que ce soit juste une fois par semaine pendant le mois de juillet, puis qu'à partir du mois d'août, il va pouvoir augmenter la cadence, ben là, c'est plus Je facile à comprends. apporter comme ça. Puis, est-ce que, tu sais, de quelle façon est-ce que tu intègres autre chose? Est-ce que pour toi, c'est vraiment une partie d'éducation avec l'athlète sur voici pourquoi on le fait, puis à partir de là, tu réussis à avoir un bon buy-in, puis à la fin de l'été, les gars disent oh shit, finalement, c'était vraiment un bon été d'entraînement, peut-être plus que ce que j'aurais cru ou avec ce que je faisais avant, quelque chose comme ça? Ouais, ben, tu sais, il y a plusieurs stratégies, là. Moi, j'ai toujours pensé qu'un athlète qui comprenait ce qu'il faisait, ça allait être un athlète qui allait être plus impliqué. Fait que moi, je prends tout le temps d'expliquer, OK, on fait ça pour telle raison, puis sans rentrer dans les détails, mais juste qu'il adhère à, OK, je fais ça, je comprends pourquoi je le fais, donc je vais m'appliquer à le faire parce que je sais que ça va avoir un output sur
mes performances. Mais après ça, il y a moyen de déguiser ça dans ta préparation physique. Fait que, tu sais, on va utiliser des trucs de coordination, etc. Ben, je vais utiliser mon warm-up. Tu sais, je vais les mettre à travers mon warm-up dans ma séance d'activation, etc. Puis après ça, on va aller faire une muscu qui est plus standard. Je vais utiliser des jeux, des confrontations avant mes entraînements de sprint. Mais après ça, on va avoir une période qu'on fait des sprints intenses purs et durs. Fait que de l'incorporer à travers les méthodes qui ont démontré être efficaces puis auxquelles l'athlète sent qu'il travaille fort pour son sport, ben, ça rend la chose beaucoup plus Je facile comprends. puis Puis est-ce que agréable c'est un pour peu lui. inspiré du constraint-led approach qu'on entend de plus en plus parler ou c'est quelque chose de quoi tu t'inspires, que tu as appris, que tu utilises dans le développement athlétique? J'ai pas Ils compris de appellent ça le quelle source que tu parles. constraint-led approach. J'oublie c'est qui est le qui pousse beaucoup cette approche-là, mais c'est une approche d'éducation où est-ce qu'on vient ajouter des contraintes peut-être dans l'univers d'entraînement. Tu sais, des fois, tu me dis, OK, ben, on rentre un aspect de compétition, tu me parles d'un environnement qui est chaotique, de venir intégrer ça à l'entraînement. Je veux dire, je me demandais juste si c'était une philosophie ou quelque chose que tu avais recherché un Non, ben en fait, tu sais, quand on étudie d'où vient la prise de décision, d'où vient l'agilité sur le terrain, ben tu sais, ton agilité, c'est une capacité à prendre une décision face à un stimulus qui est non prédictible le plus rapidement possible puis sans perte de performance. Fait que pour ça, ben, il faut optimiser ta prise de décision, il faut optimiser ton expérience. Fait que l'expérience, c'est quoi? Tu sais, si on parle de squat, par exemple, ben, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va déraquer sa barre, il va avoir de la misère à placer ses pieds. Là, comme coach, il va falloir que tu lui dises, oublie pas d'engager tes abdominaux, de garder ton upper back engagé, etc. Puis là, plus tu vas avancer dans le temps, ben, moins tu vas avoir besoin d'y donner des consignes. Puis éventuellement, il va faire des belles charges sans avoir à penser à comment il se positionne dans sa posture. Ça, c'est l'expertise en squat. Mais comment on fait pour amener ça sur le terrain, ben, c'est en donnant un maximum de répétitions que l'athlète va être capable d'analyser un adversaire, d'analyser un environnement, puis de réagir, puis de oh, mon athlète, quand il s'approche avec moi, en avant de moi, puis qu'il a ses hanches de cette manière-là, je sais qu'il s'en va dans cette direction-là, etc. Fait que c'est juste d'amener un maximum de stimuli différents pour que ces informations-là soient enregistrées dans le subconscient de l'athlète, puis qu'après ça, ben, sur le terrain, soit bien plus facile de prendre des décisions là, dans cet environnement chaotique-là. Fait que c'est de reproduire l'environnement du Ouais, c'est ça. sport à Puis même que l'entraînement. d'une certaine façon, ça vient créer une certaine ou permettre une certaine créativité dans le sport, comme on voit certains athlètes spéciaux. Là. Moi, le meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est Pat Mahomes au football, où est-ce qu'il fait des affaires que tu dis, ça s'enseigne pas. Il n'y a pas une drill, le football, qui te permet de faire ça, mais probablement que c'est. On l'a vu aussi avec dans Quarterback. Je sais pas si tu as vu sur Netflix, mais il y a un épisode où est-ce qu'on le voit beaucoup avec son trainer, où est-ce qu'il rentre un paquet de trucs différents qui sont peut-être inorthodoxes, un peu pas conventionnels, mais Patrick Mahomes vient du multisport aussi. Fait que, tu sais, il a développé un bagage d'outils moteurs qui est extrêmement large, puis que là, rendu au niveau professionnel, ben, ça y sert justement pour amener de la créativité, puis sans avoir la crainte ah non, ça, c'est pas la bonne façon de faire 100%. ou Puis peu est-ce que importe. des fois, c'est sûr que tu as la question souvent, en fait, joueur de foot qui te dit OK, ben moi, quel sport qu'il faut que je fasse? C'est quoi le meilleur sport pour me développer en tant que joueur de foot dans l'off-season? Puis là, ils veulent tu sais, faire les deux autres meilleurs sports. OK, est-ce que c'est la lutte? Est-ce que c'est le basket? C'est-tu le genre de question que tu as souvent? Puis comment est-ce que tu l'abordes? Ouais, ben oui, c'est le genre de question qui revient, là, mais après ça, ça va dépendre du niveau du jeune. Fait que, tu sais, plus il est au début de son parcours dans le monde du football, fait que Aton, Benjamin, Cadet, etc., ben, plus les sports autres devraient être loin du football, là. Fait que, tu sais, l'idée, puis même, ils peuvent changer d'une année à l'autre, etc. Plus il va se rapprocher du niveau juvénile, collégial, etc., ben là, plus on va pouvoir cibler des sports qui sont qui vont amener plus d'acquis au niveau du football. Fait qu'après ça, ça va dépendre de sa position. Fait que le track and field qui est super bon pour les joueurs de skills. Après ça, on peut rentrer de la crosse, le basket, la lutte pour les joueurs de ligne, les linebackers, etc. Fait que, tu sais, ça va être de mixer ça selon la spécificité du joueur. Mais avant ça, tu sais, je pense cadet et en bas, là, en bas de la puberté, 14-15 ans, ça devrait être beaucoup plus large que juste dire hey, quel sport que je pourrais faire pour améliorer mon sport principal. Non, tu devrais le voir comme
c'est quoi le, qu'est-ce que je peux aller chercher en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, qui vont me permettre éventuellement de pouvoir en Je le vois tirer des quasiment comme bénéfices. probablement plus t'es jeune, plus ben, quel sport tu as envie de faire, là? Lequel tu vas vraiment triper à faire? Est-ce que c'est d'aller jouer au hockey? Est-ce que c'est de faire de l'escalade? Est-ce que c'est de le voir comme ça? Puis peut-être qu'en vieillissant, bon, mais là, on vient, comme tu dis, peut-être se rapprocher de certains acquis qu'on veut aller chercher. Est-ce que ouais, Ça, c'est vas-y. un avantage. Tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est un avantage du multisport qu'on parle très peu, hein. Ils appellent ça le matching quality. Puis l'idée de faire plusieurs sports dans ta jeunesse, ben, peut faire en sorte que, hey, moi, j'aimais ça le hockey, là, mais crime, depuis que je fais ce sport-là, ben, je me sens plus épanoui, ça fit mieux avec ma personnalité, etc. Fait que ça permet de découvrir peut-être le sport qui te convient plus que ta Comment passion est-ce qu'on appelle initiale. ça, ce concept-là que tu disais? C'est Matching le quality. matching Je n'avais jamais quality. entendu parler. OK. Puis, Fait que c'est l'idée d'aller chercher, bon, ben, tu sais, au-delà de ta passion initiale pour un sport, ben, quel sport, moi, comme être humain, est-ce que je fit mieux dedans? Puis si tu l'as pas ouais, ouais, pratiqué, tu le 100%. découvriras Puis c'est jamais, là. probablement une des choses où est-ce que on se rend compte. Tu sais, il y en a qui sont juste faites pour un certain sport, puis c'est en essayant une variété d'affaires que tu l'essayes, puis c'est comme, holy shit, je peux être vraiment bon à ça, puis tu as un plus grand potentiel dans ce sport-là. C'est ça, exactement. De quelle façon est-ce que toi, t'intègres le multisport à travers le coaching que tu fais? Je veux dire, en travaillant dans des sports-études, probablement que tu as un impact quand même, tu peux avoir une belle relation avec les coachs des sports directement, ou tu les invites à faire différents sports dans les périodes de sport-études. Est-ce que toi, tu intègres, tu sais, je sais qu'il y a différents cégeps qui vont intégrer, mettons, de la lutte, des fois le vendredi ou un autre sport le jeudi. C'est quelque chose que tu arrives à programmer d'une certaine façon ou à intégrer? Ouais. Ben là, on n'est plus en sport-études depuis 4 ans, là, depuis qu'on a ouvert notre propre succursale à temps plein. Mais c'était un défi qui était interminable là, avec les différentes structures, avec les différents sports. Fait qu'on essaie de l'intégrer dans les off-season qu'au lieu de faire des exercices spécifiques pour export, ben, qu'ils aillent faire un autre sport quand ils sont pas en saison. Puis ça, c'est des discussions avec les coachs, etc. Mais je pense qu'il y a une belle façon d'utiliser la préparation physique pour compenser ce multisport réellement, c'est comme ça qu'on devrait appeler la préparation athlétique. Fait que, tu sais, est-ce que c'est possible pour tout le monde de faire plus qu'un sport par année? La réalité, c'est que non. Mais est-ce qu'on peut utiliser la préparation physique pour compenser pour ce manque de variété-là 100%, puis c'est en introduisant des exercices aléatoires, des exercices ludiques, des exercices de prise de décision, des jeux, etc., au travers de la préparation physique Quand qui tu me vont dis permettre de le que faire. la possibilité d'avoir tous des athlètes qui font plus qu'un sport, c'est pas nécessairement possible dans une année, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, premièrement, ici au Québec, nos saisons se chevauchent. Fait que la saison de hockey commence avant que la saison de foot se termine. La saison de baseball va commencer avant que celle du basket ait terminé, etc. Fait qu'on n'a aucune cohésion entre les différentes fédérations. Ça, c'est le problème principal. Après ça, on a tout l'aspect des saisons qui sont maintenant 4 saisons. Fait que le hockey a sa saison de printemps. Il y a les 4 sélections qui sont pendant l'été. Le football est rendu avec un camp de printemps qui déborde puis qui ont des pratiques à tous les mois. Le volleyball s'est rendu 4 saisons. Tu sais, tous les sports sont rendus avec des multiples saisons. Puis là, après ça, ben, il arrive à un certain niveau que ben, le discours des fédérations est ben, si tu ne joues pas au volleyball cet été, ben, tu ne seras pas prête pour ta prochaine saison à l'automne. Fait qu'il y a comme une pression qui est mise sur les athlètes. Ça, c'est l'autre raison. Faut pas se le cacher, la pratique du sport, c'est hyper dispendieux pour les familles aujourd'hui. Fait que là, est-ce qu'on est capable de faire du hockey d'élite, du football, du baseball, etc. à l'année? Ça, c'est une autre difficulté, une autre réalité qu'il faut vivre avec aujourd'hui. Est-ce que le multisport, c'est la solution pour améliorer les performances à long terme? 100%. À quel point est-ce qu'on est capable de l'appliquer réellement? J'aimerais ça qu'on en revienne à cette possibilité-là. Il y a des pays qui le font, qui réussissent très bien, mais la réalité, c'est qu'ici au Québec, c'est Vois-tu le vraiment très jour qu'on va y difficile. arriver? C'est en continuant à marteler le message qu'un jour, peut-être, qu'on va réussir à sensibiliser le plus de gens possible. C'est la mission que je me suis donnée avec mes médias sociaux. Est-ce qu'on va y arriver réellement? J'ai pas cette réponse-là, mais je pense qu'en ce moment, on a une fenêtre d'opportunité avec les derniers tournois. Tu sais,
on a toujours pointé le hockey comme étant la Mhm. source à ne pas suivre. Puis maintenant, tous les sports 100%. ont pris le mauvais pli du hockey. Mais dans les derniers mois, on a eu le championnat junior qui a eu une contre-performance qu'on a remis en question. On a le nombre de Québécois sélectionnés sur les équipes nationales où est-ce qu'on remet énormément en question nos façons de faire. Puis les médias prennent le discours, il accorde beaucoup d'importance en ce moment là, sur hey, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à performer là, au niveau élite puis au niveau international. Puis je pense que l'aspect multisport dans les médias en ce moment revient énormément. Puis ça, indirectement, ça met de la pression sur les fédérations puis les gens en Ouais, place pour prendre des c'est une décisions. conversation que j'avais. Puis au bac, moi, j'ai fait le bac à Laval en intervention sportive. Puis un des cours, pour moi, une des choses qui pousse, là, c'est le modèle du développement à long terme d'un athlète, le fameux DLTA, tu sais. Puis ce qui me désole d'une certaine façon, c'est de voir que si on est bien sensibilisé à quelque chose à travers ce bac-là, c'est ça. Puis ensuite, ce que je vois, c'est on veut collègues avec qui je suis allé à l'école, se retrouvent dans différentes fédérations, se retrouvent à coacher à certains endroits, puis se mettent à pousser OK, ben là, c'est le hockey à l'année, c'est le volleyball à l'année. Puis comme si c'est pas ce monde-là qui deviennent les acteurs de changement d'une certaine façon, je vois pas qui va le faire. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est parce qu'on est tellement pris dans un engrenage qu'on prend pour acquis, puis c'est comme ça que ça doit être fait. Puis, tu sais, la spécialisation puis le sport à l'année, là, faut pas se faire de cachette, là, ça amène un plus-value à court terme. Fait que, tu sais, le jeune qui a patiné tout l'été, ben, c'est sûr que quand il arrive au mois d'août, il y a une avance sur celui qui a fait Mhm. autre chose pendant son été. Mais où est-ce qu'on voit la vraie différence? C'est à long terme. Fait qu'on est tellement pris dans un engrenage de court terme que on fait juste embarquer dans le bateau puis on dérive avec le bateau. Exemple serait, par exemple, un joueur de hockey qui fait des camps tout l'été, va arriver probablement plus près à 13 ans à son camp-là, là, mais si tu y penses à lui, à l'âge de passer au junior majeur ou ainsi de suite, probablement que lui aurait, je veux pas dire un retard, mais ses qualités athlétiques seraient pas au niveau de l'autre, même s'il aurait fait le power skating à travers l'été. Mais qui va plafonner plus rapidement. Tu sais, là, on parle de junior majeur, etc., mais même à plus court terme que ça, le jeune va arriver à son camp de sélection en août, début de saison, septembre, il va avoir une longueur d'avance, c'est sûr et certain. Mais plus la saison va avancer, mais là, plus les choses vont se rééquilibrer. Puis même les jeunes qui n'auront pas fait nécessairement cette préparation-là pendant l'été, qui auront fait du multisport ou de la préparation physique autre, ben, éventuellement, pendant la saison, ils vont quand même Puis, rattraper tu ce sais, une des niveau-là. choses que tu as mentionnées, puis je pense que ça fait partie de la triste réalité, c'est qu'en ce moment, avec tout, tout le sport, puis tout le monde voit l'opportunité en ce moment en ligne de d'amener ça au privé, d'amener le sport encore plus au privé que c'était avant. Fait que tout le monde voit une opportunité de faire de l'argent avec sa passion à enseigner du sport. Je comprends, puis c'est vraiment hot. Là. Tout le monde veut faire ça dans la vie. Je veux dire, t'es passionné de football, tu coaches du football, puis là, il y a moyen de faire du gros cash dans le football, ou dans le hockey, ou dans peu importe. Mais moi, c'est comme, je me questionne vraiment par rapport à, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Parce qu'un des aspects que tu as dit, c'est le sport, surtout plus tu montes de niveau, plus ça coûte cher. Fait que, à un moment donné, de m'inscrire à un camp de football, puis un autre camp de football, puis un autre, tu sais, m'inscrire à 3 camps de football en plus de ma saison, puis de mon sport-études, mais il en reste pas d'argent pour le basket, pour le ci, pour le ça. Je veux dire, à un moment donné, il y en a plus, il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire. Puis en plus, peut-être que je me trompe, mais les jeunes vont pas jouer dehors comme on allait jouer dehors en venant de l'école. Là, nous autres, je veux dire, on venait de l'école, on jouait à NFL Street dans le cours, on se ramassait dans des arbres. Tu sais, je pense que ça a un impact aussi, le fait de jouer dans le cours d'école de la même façon, est-ce qu'on en voyait peut-être plus? 100%. En fait, là, ce côté-là de jeu non structuré pendant l'enfance, d'aller jouer au parc ou juste partir en vélo en chum, puis revenir pour l'heure du souper, on le voit plus. La société aujourd'hui, on va dire, le permet de moins en moins. Fait que ça là, c'est la principale cause du retard de développement moteur qu'on voit chez les athlètes actuellement. Après ça, ben oui, tu sais, l'implication du privé va être extrêmement difficile à retirer de notre modèle québécois. Tu sais, en ce moment, on parle énormément de l'exemple de la Norvège là, avec les Jeux olympiques d'hiver qu'on vient de voir. Mais la Norvège, c'est quelque chose qu'ils font excessivement bien. Il n'y a pas de place pour le privé en Norvège. C'est le gouvernement qui gère
toutes les structures, c'est eux qui chapeautent, puis ensuite de ça, les fédérations découlent des décisions Parce du que gouvernement. Ouais. là-bas, il n'y a personne qui peut dire hey, moi, je vais faire du hockey au privé ou quoi que ce soit. Je veux pas dire illégal, mais peut-être une pratique qui se fait pas. Non, c'est ça, c'est que ça passe vraiment par les structures qui sont établies directement par le gouvernement puis par les Puis à fédérations en travers ça, place, je là. pense que c'est une autre belle conversation à avoir par rapport aux Jeux olympiques. Là, on a vu la Norvège comme, je veux dire, dominée d'un point de vue des médailles. Il y a l'aspect que c'est beaucoup des sports Ouais, individuels où est-ce qu'on en voit peut-être moins ici. Si on a peut-être un plus gros emphase, surtout chez les jeunes, dans le sport collectif, puis le sport individuel devient un peu une spécialisation tardive chez certains, peut-être un petit peu plus que... Fait que d'un point de vue médaille, je pense que c'est peut-être dur à représenter, mais comment est-ce que tu sais, de quelle façon est-ce que ça vient se traduire, à ton avis, dans un contexte où est-ce qu'ils ont du multisport plus jeune? Je sais qu'une des choses que tu mentionnes beaucoup, c'est avant 13 ans, il compte pas, il n'y a pas de score, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de tout ça. Ça, c'est probablement d'un point de vue motivationnel, puis garder plus de jeunes dans le sport, peut-être, là, mais c'est ça. En fait, leur modèle à la Norvège, là, c'est d'avoir le plus gros pipeline possible, puis d'en amener le maximum à être actif le plus tard possible. Fait que, premièrement, ça fait partie de leur culture, là. Les parents sont actifs, tout le monde est actif. À l'école, c'est beaucoup plus actif qu'ici. Il n'y a pas de «Oh, il fait trop froid aujourd'hui, on n'ira pas dehors». Tu sais, peu importe les températures, ils ont leur période à l'extérieur. La fin de semaine, c'est beaucoup de sport avec les parents, etc. Fait que c'est très, très inculqué dans leur culture. Déjà là, ça fait une énorme différence comparativement à ici. Après ça, pourquoi est-ce qu'ils performent plus dans le sport individuel que dans le sport collectif? J'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est sûr que comme institution, comme gouvernement, ben, en sachant que tu domines déjà dans ces sports-là, parce que ça fait partie de ta culture d'avoir l'hiver 8 mois par année, ben, c'est sûr que le gouvernement, à partir d'un certain niveau élite, va investir davantage pour développer des athlètes de ces sports-là, mais ça n'empêche pas la Norvège d'avoir une équipe de handball qui est extrêmement performante au niveau élite, l'équipe féminine de soccer qui a été longtemps un exemple sur la scène internationale aussi. Puis, tu sais, même au niveau des Jeux d'été, la Norvège, qui est un pays à peine plus grand, à peine, c'est à peine plus que 5 millions d'habitants. Là-bas, c'est plus petit que le Québec. Aux Jeux d'été, ils peuvent pas performer autant qu'aux Jeux d'hiver parce que les Jeux d'été, c'est tellement gros, c'est tellement d'athlètes, de disciplines différentes. Mais quand on ramène le nombre de médailles par la population, puis par le nombre d'athlètes de la Norvège qui sont présents aux Jeux. Puis si on ramène le nombre d'athlètes aux Jeux par rapport à la population, ben même aux Jeux d'été, la Norvège ah ouais. fait excessivement bien, puis plus que les Américains qui, eux, vont rafler au terme du nombre de médailles, mais combien d'athlètes qui ont perdu dans leur processus versus la Norvège que ben, nous, on est à peine plus que 5 millions d'habitants, fait que je ne peux pas me permettre d'en perdre 70% en cours du Puis après ça, je me processus. dis, bon, mais les impacts, là, je m'éloigne, mais d'un point de vue société, sur sur le milieu de la santé puis de l'éducation, je veux dire, tout ça vient comme sans, tu sais, Tout s'emboîter ensemble, 100%, 100%. Il y avait un article que j'ai vu la semaine passée que c'est probablement quelqu'un que tu connais, là, Gabriel Hardy, dans la région de Québec, député fédéral, qui avait sorti une statistique comme quoi que pour chaque dollar investi dans le sport, c'est 13 dollars qui revient à la société, que ce soit en moyenne, là, 13 dollars qui revient à la société, que ce soit en termes de performance au travail ou de non-utilisation du c'est service de incroyable. santé. C'est des chiffres qui sont non C'est ça, négligeables. Je veux dire, je comprends pas qu'on ait besoin d'avoir cette conversation-là. Je veux absolument. dire, Parce qu'en politique, investir sur le long terme, c'est pas non, payant 100%. en termes de vote. Fait que c'est des décisions qui sont très, très difficiles à prendre Absolument. au niveau Absolument. politique, là. Puis, tu veux-tu m'expliquer un peu la façon dont tu le disais d'un point de vue l'entonnoir, si on veut, où est-ce qu'en Norvège, ils veulent garder le plus gros bassin possible, le plus longtemps possible, pour aller trouver peut-être l'élite parmi ce gros bassin-là. Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, c'est un petit peu le contraire, où est-ce qu'on vient cibler l'élite, on vient tout de suite rétrécir l'entonnoir au maximum, puis après ça, ben, on espère que quelqu'un vienne sortir de là. Tu sais, de quelle façon est-ce que tu vois ce concept-là étant différent avec ici? Puis on parle de la Norvège, mais c'est probablement aussi vrai ailleurs aussi. Ouais. En fait, les pays scandinaves là, ont pas mal toutes sensiblement la même structure, mais
Tu sais, l'idée avec ces pays-là, c'est pas nécessairement d'en garder le plus possible puis d'aller spotter les élites, plus que de dire, moi, si j'ai le plus d'athlètes possible, ben, il y en a le plus qui vont sortir du lot. Mais l'idée, c'est de protéger le développement. Fait en ce moment, en Amérique du Nord, on a 70% des jeunes athlètes qui vont abandonner leur sport principal rendu à l'adolescence. Mais tout ce qui s'est fait avant l'adolescence ne peut pas prédire tes performances au niveau élite. C'est trop jeune, il y a trop d'implications hormonales, il y a trop de changements dans la vie qui vont arriver. On ne peut pas prédire les performances élites avant l'adolescence. L'idée avec les pays scandinaves, c'est d'amener un maximum d'athlètes à être encore actifs après l'adolescence, puis au niveau adulte, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont réussir bon, à dire, bon, ben là, on est capable de cibler les différents talents de manière optimale puis adéquate versus ici qu'on a des sélections qui sont très, très hâtives. On va isoler les talents pour faire des groupes élites à 8, 10, 12 ans, mais ces élites-là, ils vont pas rester élites 100%, toute j'en leur ai vu, là, il y carrière. a un gars qui, je pense, au football collégial, je pense qu'il a fini son cégep à 5 pieds 6, tu sais. Fini le cégep à 5 pieds 6, il est rentré à l'université, 5 pieds 8 peut-être, fini l'université, il est rendu 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis il est dominant, il a pris 50 livres entre le cégep puis tu sais, la fin de sa carrière universitaire, puis c'est juste pas le même athlète, là. Il y en a que ça se passe vraiment, vraiment plus tard. Puis Plus moi, tard. je me suis pris récemment comme exemple, puis c'est comme des cotes qu'on a partagées sur les réseaux sociaux qui a fait parler un peu de moi être grand puis gros jeune. Je suis sûr que ça me nuit dans mon développement athlétique puis dans mon développement à long terme. J'avais pas besoin de développer mes skills de la même façon pour passer un move en pass rush ou au basket, développer mes skills. J'étais grand, je prenais un rebond. Puis, je pense que ça m'a nuit d'une certaine façon, mais m'a placé dans l'élite étant jeune. Ouais. En fait, tu sais, au niveau plus jeune, au niveau du sport de jeunesse, les athlètes les plus performants, c'est les athlètes qui vont être avantagés par leur morphologie. Tu sais, on le remarque souvent, là, au baseball, ben, c'est souvent le petit gars qui est un peu plus costaud, il frappe la balle plus loin que les autres. Même chose au football, etc. L'avantage morphologique fait une énorme différence. Mais après la puberté, cet avantage-là peut poursuivre, mais il peut s'estomper aussi, puis il y en a d'autres qui vont émerger, puis etc. Puis c'est vraiment là le point critique de dire il faut protéger nos jeunes athlètes pour qu'on puisse passer cette étape-là dans leur développement, puis qu'après ça, on puisse réellement se permettre de dire, bon, ben, eux, ils ont des vrais potentiels athlétiques versus eux, ben, c'est des bons athlètes, mais c'était un avantage qui était dû à leur croissance Puis à hâtive. partir de là, tu sais, à partir de quand où est-ce que, je te donne un exemple, là, quelqu'un qui vient te voir pour son entraînement, là, si on en revient à l'entraînement par rapport à maximiser son potentiel à long terme. Puis la réalité, c'est qu'il y a personne qui rentre dans ton bureau et qui dit, moi, Mike, là, je veux être le meilleur dans 6 ans. Là. Tu sais, il y a personne, je pense, qui dit ça. Mais de quelle façon est-ce que un athlète disons un athlète qui rentre au secondaire à 13, 12, 13, 14 ans, qui veut devenir le meilleur joueur de football possible ou le meilleur joueur de hockey possible, de quelle façon est-ce que tu vas approcher l'entraînement avec cet athlète-là? Euh, Peu importe le niveau, en fait, là, c'est toujours individualisé. Tu sais, on va faire notre évaluation, on va aller déterminer c'est quoi les faiblesses, les lacunes, les besoins. Puis après ça, quand tu as tout ça sur papier, ben c'est difficile pour l'athlète ou pour les parents de dire ah non, je suis pas d'accord avec ton plan d'action, je veux pas que tu travailles sur les choses à travailler avec mon enfant ou avec moi-même. Déjà d'avoir une structure d'évaluation qui va permettre de bien identifier les besoins, ben, peu importe le niveau, après ça, ça va faciliter les choses. Tu sais, à quel âge est-ce qu'on commence à faire de l'entraînement spécifique pour un sport? Moi, je vais te répondre jamais. Hein. Jamais, parce qu'au final, on veut optimiser l'individu. Tu sais, oui, il y a des phases dans nos planifications qu'on va prendre des décisions qui sont optimisées pour le sport, etc. Puis ça, on peut le faire avec le plus jeune, mais jamais je vais me concentrer sur le sport avant de me concentrer sur l'athlète. Ça me fait penser, il y a une question que j'ai reçue ce week-end là, sur les réseaux sur hey, c'est quoi le meilleur mouvement pour un joueur de foot? Ou c'est quoi les meilleurs exercices pour un joueur de foot? Moi, dans ma tête, c'est que ça existe. Tu sais, il y a there's no such thing, là. Je veux dire, ça sera pas un front squat, back squat. Ouais, ouais. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont menés à amener ça, peut-être à cause de la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent maintenant, ou est-ce que c'est ça qui génère des clics? Hey, le meilleur mouvement pour un corps arrière. Ben, je te garantis que cette vidéo-là, là, il va avoir des views, puis des clics, puis des ci, puis des ça, versus toi puis moi qui disent, bon, ben, ça existe pas, ou
De quelle façon est-ce que pour toi, la salle d'entraînement, c'est la salle d'entraînement où est-ce qu'on travaille sur des qualités physiques ou de quelle façon est-ce que tu viens voir cette affaire-là? Est-ce qu'il y a des moments que tu dirais, il y a des certains mouvements où est-ce que pour un joueur de hockey, ben là, ça devient super important de l'intégrer? Puis est-ce que pour toi, ça devient de l'entraînement spécifique au sport ou comment est-ce que tu le vois un petit peu? Oui puis non, parce que tu sais, je pense pas qu'il y ait de mouvement obligatoire, peu importe le sport, peu importe l'objectif ou etc. Fait que tu sais, c'est de voir à partir du début, on est parti de là. Mon objectif, c'est de me rendre là. Entre les deux, j'ai pas nécessairement d'idée de comment on va arriver à se rendre parce que ben, je peux me faire un plan, mais je donne toujours l'exemple de la planification d'entraînement comme étant ton GPS quand tu veux prendre la route. Fait que tu as ton point de départ, tu as ton point d'arrivée, mais sur ta route, tu vas peut-être rencontrer un accident, un détournement pour X raisons. Fait que tu dois réorienter ton GPS, mais au final, ton objectif ne change pas. Fait que c'est la même chose avec la planification d'entraînement, l'entraînement athlétique. J'ai mon objectif de où est-ce qu'on s'en va, mais à travers le processus, il y a des athlètes qui vont progresser plus vite que d'autres moins. Avec certains programmes, ça va peut-être faire sortir certaines lacunes qu'on n'avait pas nécessairement vues avant, etc. Fait on est toujours en constante réorientation de dire, bon, mais dans le prochain bloc, je le sais qu'on s'en va là, mais on va mettre un peu plus l'emphase là-dessus puis là-dessus. Fait que, tu sais, c'est de prendre en considération c'est quoi les qualités physiques nécessaires pour le sport, c'est quoi les blessures qui sont typiques pour ce sport-là, on veut les protéger le plus possible. Mais à travers de ça, comment l'athlète va évoluer au travers de ces paliers-là, c'est ça qui va faire la grosse différence dans notre sélection d'exercices ou de Tu as méthodes de vraiment une travail. idée sur, OK, ben là, j'ai 8 mois pendant l'off-season d'un joueur de foot. Voici où est-ce qu'on est, voici où est-ce qu'on s'en va. Tu le sais déjà, pour toi, c'est déjà clair où est-ce que la destination est, mais ensuite, c'est de voir, OK, bon, de quelle façon est-ce qu'on rend. Probablement que 80% est déjà clair pour toi, mais après ça, il y a un certain 20% qui vient du tweaking à travers ce que tu apprends à propos de l'athlète à travers ce processus-là. C'est Puis ça, est-ce qu'il y a des. exactement. Je te pose la question parce que ça fait partie des questions qu'on reçoit souvent des joueurs de foot. Y a-tu des splits d'entraînement que tu reviens souvent? Tu sais, souvent, on a des coachs qui sont des high-low, upper-lower, full body. Est-ce qu'il y a des choses que pour toi, c'est comme, bon, mais dans un contexte athlétique d'un joueur de foot qui va aller en muscu 3, 4, 5 fois par semaine, as-tu des choses que tu aimes utiliser peut-être, puis d'autres que tu n'utilises pas du tout? Ouais. Mes deux splits là, les plus fréquents que j'utilise, c'est full body. Fait que les entraînements tout le corps, là, ça, c'est facilement Ah la ouais? moitié de mes planifications qui viennent avec le full body. Puis sinon, c'est la méthode conjuguée, le conjugated method du OK. Westside Barbell, qui vient du monde du powerlifting, mais adapté au milieu athlétique. Fait qu'on a 4 journées dans notre semaine. On a une journée d'effort maximum, donc que ce soit force, hypertrophie, peu importe où est-ce qu'on est dans notre off-season. Journée d'effort maximum haut de corps. Une journée dynamique bas de corps, fait qu'on va travailler la puissance, la vitesse. Une journée dynamique upper, puis une journée effort maximum bas de corps. Fait que là, on va varier nos choses au travers ces 4 journées-là. Fait que le full body puis le conjugated method, là, c'est pas mal mes deux gros splits que j'utilise, je te dirais, dans 86 pas plus Ton bread and butter. pourcent du temps. C'est drôle parce que t'es le deuxième qui m'en parle en 2 semaines. La semaine passée, on a sorti un autre épisode avec Dave Powell qui entraîne maintenant beaucoup des joueurs de football, qui a un gym à Lévis. Je sais pas si tu connais Dave. Ouais. Exact. Il vient Puis du il me parlait powerlifting, ouais. justement qu'il utilisait beaucoup le conjugated method aussi. Tu vois, c'est une méthode où est-ce que j'ai dit, il faudrait que je l'expérimente moi-même aussi. Tu sais, je l'ai jamais expérimenté moi en tant qu'athlète sur comment est-ce que je me sens, comment est-ce que c'est programmé, comment est-ce que ça se véhicule. Puis honnêtement, ça fait partie des trucs que là, je veux dire, vous êtes en 2 semaines à m'en parler, il va falloir que je le fasse pour vrai. Là. Fait que, OK. Ouais. Joe DiFranco, qui a été ma première influence dans le monde de la préparation physique pour le football. Puis c'est sa façon là, de programmer son off-season avec ses athlètes. Puis Là, en pur et quoi, dur, il en quoi faisait est-ce que que tu ça. penses que c'est supérieur ou plus efficace qu'autre chose qu'on peut voir ailleurs? C'est parce que l'idée avec ces méthodes-là, c'est qu'on va travailler euh, des qualités physiques qui sont essentielles pour la planification d'entraînement. Une planification standard, ben là, on va travailler sur la composition corporelle ou la prévention de blessures, etc. Après ça, on va travailler en hypertrophie. Après ça, on va travailler en force, en puissance, en vitesse. Puis on va s'en aller tranquillement de plus en plus vers les qualités Ouais. spécifiques au sport.
Mais là, quand tu es rendu au mois d'août avant ta saison, ce que tu as fait au mois de mai, commence à être loin, là. Ce que tu as fait au mois de janvier, ça commence à être vraiment loin aussi, là. Fait que ces acquis-là, c'est sûr et certain que tu en as perdu un certain pourcentage si tu les as pas retravaillés dans tes phases subséquentes. Fait que l'idée du conjugated method, c'est que ça nous permet de les travailler avec des ratios différents, mais tout au long de l'année. Fait que ça va te permettre de garder ces acquis-là. Il y a des blocs où ce qu'on va mettre un peu plus l'emphase sur la force, un peu plus l'emphase sur la puissance ou la vitesse, ou tu sais, dans ta courbe vitesse, on va travailler sur des pourcentages qui sont différents, mais d'une étape à l'autre, ça va te permettre de garder un certain pourcentage de travail que tu auras travaillé dans les Ah ouais. phases Fait que, précédentes. dépendamment de la disponibilité de l'athlète, de la fréquence auquel va s'entraîner dans son année, tu pourrais utiliser du conjugated à l'année, si on veut, ou d'une certaine façon. OK, Absolument. cool. Puis, à partir de là, est-ce qu'il y a des... probablement qu'il y a des movement patterns, mais de quelle façon est-ce que tu structures une séance? Parce que je te pose encore une fois la question parce que si tu savais les affaires que je voyais dans des programmes d'athlètes, des fois que se font coacher, mais beaucoup qui s'improvisent leur propre coach, là, euh, à quoi ressemblerait une séance typique d'un full body ou d'une séance de conjugated, tu sais, sans rentrer, je pense, dans le mouvement spécifique, parce que ça dépend, puis chaque athlète va avoir son programme différent, mais y a-t-il une philosophie première où est-ce que, OK, ben, je commence avec un lower body, on va faire une variation de squat, un hinge, un push vertical, ou de quelle façon est-ce que tu réfléchis à ça dans ta programmation? Ouais. Tu sais, dans le fond, on va toujours avoir une portion échauffement, mobilité. Au travers de ça, on va peut-être incorporer des exercices de core, des exercices un peu plus dynamiques, etc. Je vais suivre avec une activation dynamique. Fait que, est-ce que ça va être du core encore là si c'est le besoin, ou c'est là que je vais rentrer un peu mes exercices plus ludiques, ou tu sais, est-ce que j'en profite de cette période-là pour travailler les A-skip, B-skip, la foulée des athlètes, etc. Fait que quelque chose qui est plus dynamique, mais qui est plus ludique, qui va venir impliquer la concentration de l'athlète. Après ça, on va avoir le mouvement principal. Fait que si c'est un lower body, ça pourrait être le squat, par exemple. Puis ensuite de ça, on va avoir deux, trois, quatre mouvements qui vont venir compléter mon mouvement principal. Fait qu'est-ce que je vais venir travailler sur une faiblesse dans mon mouvement pour dire, bon, ben, mon athlète, son squat, sa faiblesse, c'est son fessier. Fait que mon mouvement d'après, je vais travailler les fessiers. Puis je vais finir avec une prévention de blessure pour son sport, ou travailler sur un exercice de correction, puis après ça, on va finir avec quelque chose un peu plus axé sur l'hypertrophie, etc. Fait que, tu sais, ça va toujours être mobilité, core, mixé avec la mobilité, activation dynamique, ludique, mouvement principal, OK. Puis correctif. après ça, peu importe le split, ça peut venir ressembler à ça, puis Ça va venir OK. ressembler à Puis ça, j'ai exactement. là, c'est une bulle qui me pop parce que je n'ai parlé avec Dave la semaine passée. C'est quoi ta vision des choses toi, par rapport au range of motion dans un entraînement? Tu sais, Dave me parlait beaucoup que lui, en début d'off-season, il aimait intégrer des trucs avec un range of motion parfois qui est plus court, le temps de builder le skill d'un certain mouvement. Moi, j'y arrivais avec une approche, tu sais, c'était pas un débat qu'on avait, mais un petit peu où est-ce que moi, je vois l'intérêt peut-être gagner le range of motion, le contrôle dans un full range plus tôt dans l'off-season, puis peut-être réduire ça, venir travailler dans certains angles plus tard. Est-ce que tu sais, de quelle façon est-ce que tu vois cette conversation-là? Ouais. En fait, moi, avec mes athlètes, là, c'est l'amplitude maximale, full range of motion, jusqu'à temps que tu me prouves le contraire. Fait que, est-ce que tu es rendu tellement expert dans ton mouvement puis dans ton contrôle moteur en amplitude de mouvement que je peux me permettre d'utiliser des amplitudes réduites pour travailler spécifique à ton sport? Fine, on va le faire. Est-ce que tu as des lacunes dans ton amplitude de mouvement que j'ai beau te dire descends plus bas sur ton squat, ça ne marche pas? Fait que je vais utiliser des méthodes qui vont raccourcir l'amplitude pour arriver à une amplitude maximale Mhm. le plus rapidement possible. Parfait, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Mais ma philosophie, c'est amplitude de mouvement maximale ou optimale le plus longtemps possible Puis jusqu'à jusqu'à temps que ce tu que me tu prouves le sois, contraire. je veux pas dire que tu évolues, mais que tu passes peut-être la prochaine évolution d'une certaine façon parce que tu as vraiment maîtrisé le Ouais, full c'est ça. range. Ou tu sais que je doive prendre une décision différente pour Puis, optimiser ton entraînement. selon toi, c'est quoi les avantages de venir entraîner un full range comme ça autant? Prévention de blessures.
Fait que les fibres musculaires ou les amplitudes de travail que tu entraînes pas, ben, tu peux pas espérer qu'ils se développent ou qu'ils soient optimales dans la pratique de ton sport. Fait que dans des sports de contact comme le football, ben, ton genou peut se retrouver dans une position que tu n'auras jamais entraînée. Fait qu'en travaillant un maximum d'amplitude de mouvement ou de degrés différents, ben, tu diminues le risque de blessure là, si tu te fais Fait que prendre pour dans toi, une mauvaise c'est, je veux pas position. dire purement, mais majoritairement dû à la pas la prévention, mais la réduction du risque de blessure, plus qu'une composante Ouais, performance de, exactement. OK, ben, squatter full range va te rendre plus vite, plus explosif, quoi que ce soit. Ben, ça va garder une certaine composante de performance quand même du fait que l'athlète va demeurer plus mobile. On veut travailler la vitesse de sprint, mais la différence entre tes deux membres sur un sprint maximal, si tu n'es pas capable d'aller le chercher de manière passive, ben, tu ne peux pas penser à aller le chercher de Mhm. manière explosive non plus. Fait que, tu sais, en travaillant en amplitude maximale, on va améliorer les performances indirectement parce qu'on va venir travailler dans des choses qui sont un peu plus souples. On va travailler plus de fibres musculaires, etc. Fait que le développement général va être Ouais, beaucoup ouais, plus ouais. grand quand même. Puis ça, c'est le genre de truc que j'ai vu dans les gars avec qui je jouais, là. Souvent des gars qui ont pas la capacité de squatter full range. Mais de manière générale, ça va être des gars qui vont être beaucoup plus stiff, parfois à la cheville ou quelque chose comme ça. Puis je pense que ça peut avoir un impact dans leur course, dans leur sprint, ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, si ton genou ne peut pas avancer assez pour que tu descendes dans ton squat, puis à partir de là, il y a une certaine composante probablement plus morphologique aussi, là, où est-ce qu'il y en a qui ont des leviers qui sont différents, mais ça fait partie des trucs que j'ai quand même vu beaucoup, là. Ouais, Puis après ça, il y a la absolument. partie égo de ouais, mais là, il faut que je mette moins lourd pour aller plus bas. Puis c'est comme ben peut-être que c'est parce que t'en as besoin aussi d'une certaine façon. Là. Non, mais si je suis pas capable C'est d'aller ça. lourd, si je suis pas capable d'aller bas si je mets de la charge, c'est comme c'est exactement pour ça qu'il faut que tu le fasses. Là. Raison de plus pour y OK, aller. good stuff. Puis si on revient peut-être à rapidement ton livre de la base au sommet. Pour toi, c'est quoi cette base-là, si on veut aller au sommet? Tu sais, de quelle façon est-ce que tu es venu élaborer ce processus-là? Puis probablement que le titre est venu pendant l'écriture, là. Probablement que le titre n'est pas venu avant même d'écrire le livre. Comment est-ce que... Non. Ouais, en fait, la base là, pour si l'objectif là, en ce moment qu'on on dit au Québec, notre objectif, c'est d'avoir le plus d'athlètes élites possible, ou d'augmenter notre ratio. Tu sais, cette idée-là est venue là, à la base, là, pour faire une histoire courte, du processus du gouvernement de vouloir avoir plus d'athlètes dans la Ligue OK. nationale de hockey. Puis les solutions qui ont été apportées, pour moi, faisaient C'était quoi? absolument aucun sens. Fait que, ben, tu sais, apprendre à patiner au primaire, puis là, ben, de travailler les skills à partir d'un certain âge, puis tatati tatata. Puis là, ben, le groupe élite qu'on a vu émerger dans les dernières semaines à partir de 13 ans, etc. Pour moi, c'est pas ça qui va permettre d'avoir plus d'athlètes d'élite. Euh, où est-ce que je m'en vais avec mon livre, ben, c'est de voir comment la société elle a évolué dans les dernières années, dans les dernières décennies. Fait qu'on en a parlé tantôt, le jeu à l'enfance qui est pratiquement disparu, le niveau de sédentarité des enfants qui est en hausse constante. Fait que ça, c'est un problème qu'on doit prendre en compte dans la préparation élite des athlètes. Il y a un retard dans le développement athlétique, dans le développement des gestes moteurs. Fait que la base vient de réincorporer tous les mouvements de ramper, tirer, sauter, courir, grimper, lancer, etc. Faire des culbutes, tout ce bagage moteur-là qui est censé être acquis à l'enfance, il ne l'est plus rendu en date d'aujourd'hui. Puis même à l'adolescence, on a des lacunes qui sont hyper présentes. Ça, c'est une partie de mon livre. Puis l'autre partie, c'est tout l'écosystème de l'athlète. Fait c'est quoi le rôle du parent? Au travers du cheminement de l'athlète. C'est quoi le rôle des entraîneurs au travers de ce cheminement-là? Le rôle de l'école, les structures sportives, les fédérations, comment est-ce qu'on a évolué au travers des années au Québec? C'est quoi les lacunes de ces structures-là? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement pour permettre à plus de jeunes de performer dans le sport, mais aussi de devenir des adultes actifs parce que le sommet pour tout athlète, là, ça va être de faire Mhm. les pros, d'atteindre les Olympiques, le niveau élite,
de gagner sa vie avec le sport, mais la réalité, c'est que c'est moins de 1% des jeunes qui vont y arriver. Au travers de ce processus-là, les athlètes qui abandonnent le sport, lorsque c'est des raisons qui sont, on va dire, négatives, trop de pression des coachs, des parents, les blessures, etc., etc., la majorité de ces jeunes-là ne reviendront pas à la pratique d'une activité physique de manière régulière à l'âge adulte. Fait que, oui, on veut plus d'athlètes élites, mais au travers le processus, on veut aussi une société qui est plus active. Fait que moi, je pense que si on arrive à avoir plus de jeunes actifs, puis actifs de la bonne manière, avec une relation saine avec le sport, bien, ça va nous faire aussi plus de jeunes qui vont persévérer dans le sport, éventuellement plus d'élites, mais surtout plus d'adultes qui vont promouvoir l'activité physique. Là, on vient avec une belle roue qui va tourner puis que C'est ça ce va que je veux devenir des dire, qui valeurs de eux vont société. influencer leurs enfants, qui vont venir créer ce mouvement-là au complet. As-tu des enfants? Exactement. Moi, j'ai deux De enfants, quelle façon 14 est-ce que et tu 10 ans. les amènes dans le sport? Tu sais, c'est quoi ta formule à toi, peut-être, pour les aider à maximiser leurs chances d'avoir du succès comme ils veulent l'avoir, puis après ça, à eux de voir qui c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, là, mais ouais. C'est eux qui décident. C'est comme ça. Fait que c'est à eux à décider le sport qu'ils veulent faire, l'implication qu'ils veulent en mettre. Puis moi, je suis là pour les accompagner là-dedans et non pas les pousser ou les tirer. Fait que, tu sais, mon gars qui joue au baseball, ben, tu veux faire le 2A, mon homme? Parfait, je vais t'aider à y arriver. Ça te tente pas, tu veux jouer avec tes amis? Parfait, je vais t'aider à y arriver. Tu sais, c'est vraiment comme ça que je les accompagne. J'ai un chapeau qui est difficile à porter du fait que mes enfants savent ce que je fais comme métier. Ils ont grandi dans le gym, ils ont côtoyé les athlètes, les Olympiens, les athlètes professionnels avec qui je travaille. Fait indirectement, ils ont une pression de m'impressionner. Fait que c'est la raison pourquoi je les coach pas. Fait que, tu sais, tu veux venir t'entraîner avec moi au gym, ça va me faire plaisir, mais tu sais, je coach pas mon jeune au baseball, j'ai jamais coaché mes gars au hockey, puis je le ferai pas non plus parce que moi, quand mes jeunes font du sport, ben, je suis le papa, puis je suis là pour applaudir, taper des mains, puis te ramener à la maison avec une Puis est-ce que collation à plus la fin de la jeune, là, journée. c'est moi qui te pose la question parce que j'ai un bébé à qui je vais venir là un jour, là, mais est-ce que tu sais, plus jeune, tu t'es dit, OK, ben, je vais les mettre dans différents sports, je vais leur permettre d'essayer un maximum d'affaires parce qu'il y a un certain moment où est-ce que je pense que le parent doit créer une certaine influence sur où est-ce que tu les mets dans le sport jusqu'à un certain âge, tu sais, de quelle façon est-ce que tu crées cet environnement-là. Puis je te pose cette question-là parce qu'il y a un gars, Zingler Strength, que je vois sur Instagram. Je t'enverrai la page, honnêtement, c'est super intéressant si tu sais pas c'est quoi. Mais lui, d'une certaine façon, entraîne son jeune, mais dans un contexte vraiment intéressant, tu sais, dans le développement de ses skills, tu sais, comme tu disais, de sauter, rouler, grimper, et ainsi de suite. C'est quelque chose que tu as fait avec eux un petit peu ou? Je vais te dire non parce que j'avais pas nécessairement Je la même comprends. philosophie que j'ai aujourd'hui. Puis c'est justement en accompagnant mes enfants au travers de ce processus-là, mixé avec mon expérience en Je comprends. sport-études, qui a fait que j'ai évolué dans ma philosophie d'entraînement. Par contre, je suis un ancien athlète, je travaille dans le sport, fait que veux pas, mes enfants à la maison, ils étaient plus actifs que la moyenne. Fait que non, j'ai pas nécessairement eu à dire, bon, ben, hey, on devrait aller essayer ci, ça, ou j'ai pas eu à les pousser vers le multisport plus que, ben, à la maison, on joue au soccer, on joue au basket, on joue au tennis, on les fait toutes parce que Ouais. moi, je joue avec eux. Puis à partir d'ici, si moi ou quelqu'un qui écoute veut contribuer à ce mouvement-là, de changer la façon dont on fait les choses ici, est-ce que tu as des suggestions? On dirait, moi, j'ose croire qu'à la fin de ton livre, il y a comme, OK, mais voici ce que nous devons faire en tant que société, là, mais est-ce qu'il y a comme un mot d'ordre pour créer ce mouvement-là? Là, moi, en ce moment, je pense que plus on va en parler, plus on va arriver à sensibiliser les gens au travers le discours, ben, plus éventuellement, ça va faire un effet domino. Fait que c'est un peu ça l'effet que je voulais Mhm. avoir avec mon livre. Les gens qui lisent mon livre puis qui adhèrent à cette philosophie-là, ben, le suggèrent à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, puis etc., puis qu'on puisse avoir un effet de groupe de cette manière-là. Je pense que c'est important de marteler le message de l'importance du multisport puis du développement à long terme, puis de protéger le Mhm. développement de nos athlètes. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Ben, c'est de tenir tête aux fédérations, mais ça, c'est pas Non, toujours je me mets facile de dans le les faire. souliers
d'un athlète ou d'un parent d'athlète qui veut le mieux pour son jeune, mais c'est sûr que de tenir tête à la fédération, des fois, c'est peut-être... C'est tellement contradictoire de dire, bon, ben, qui j'écoute, tu sais, j'écoute Michael Chagnon ou j'écoute le coach qui me dit que si je fais pas le camp d'été, je 100%. ferai pas l'équipe l'année prochaine. Fait que, c'est ça, c'est tellement difficile, mais je pense qu'avec le travail de sensibilisation, on peut arriver à faire Je suis content, un puis bon bout de chemin. à la fin de la journée, c'est un petit peu pour ça que je voulais qu'on aille cette conversation-là aujourd'hui, puis je pense que c'est en ayant plusieurs conversations, puis en partageant le message, puis que ça accroche une personne, un extrait du podcast, tu sais, quelqu'un qui partage ton livre, comme tu disais, ça dirige quelqu'un sur ta page. Puis je pense qu'avec ce que tu véhicules réellement sur ta page, à un moment donné, il y a un certain effet qui va se faire du contenu qui vient accrocher certaines personnes. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. C'est super apprécié. Je t'avais dit qu'on prendrait 1 heure. On est rendu à 1 heure. Fait que, ouais, merci beaucoup. Honnêtement, c'était vraiment cool. J'espère que ceux qui se rendront ici dans l'épisode auront apprécié. Mais honnêtement, je pense que c'est une conversation qu'il faut avoir plus souvent, à plus grande échelle peut-être. Puis que ça fait partie du défi puis de la mission à laquelle j'ai envie d'être je ne veux pas dire agent de changement, mais de venir avoir un impact positif là-dessus parce que j'y crois. Fait que, Un acteur. merci beaucoup. Ouais, Excellent. salut. Merci, merci de l'invitation. Très apprécié.